Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto Double Vortex. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse et la revue du chapitre 24 qui marque clairement la fin de l'arc. Bon, c'est un arc assez sympa. Si je dois donner une note, je dirais que c'est un arc qui mérite la note de 8,5 sur 10, voire même 9 sur 10. Et d'ailleurs, ce chapitre, lui aussi, il était incroyable. C'était un chapitre, encore une fois, exceptionnel. Le truc, c'est que, bon, vous savez que je fais des vidéos à la fois One Piece, Naruto, Boruto. Du coup, le chapitre One Piece de cette semaine, franchement, il était exceptionnel. Pour preuve, je suis en train de parler de One Piece dans une vidéo qui est normalement censée concerner Boruto Double Vortex. C'est pour vous dire à quel point le chapitre One Piece de cette semaine, chapitre 1155 de One Piece, il était juste incroyable, de fou. Et je vais pas vous mentir, après avoir lu et fait l'analyse et review de ce chapitre 1155 de One Piece, franchement, tu n'as pas beaucoup d'envie de faire l'analyse et review d'une autre œuvre. À moins que le chapitre qui va sortir de l'œuvre en question soit vraiment exceptionnel. Bah, c'est le cas pour Boruto Double Vortex. Ce chapitre, il était aussi sur la lancée des précédents. Il était assez bon quand même. C'est un chapitre qui, à mon avis, mérite la note de 9,5 sur 10. C'est un très bon chapitre qui, comme je l'ai dit, marque la fin de l'arc. Bon, petit truc avant d'entrer dans le vif du sujet de notre vidéo. C'est vrai que ces derniers temps, je suis un peu moins actif comparé aux semaines précédentes. Là, je sortais littéralement une vidéo par jour. Bah, le truc, c'est que je suis un peu pris ces temps-ci. Donc, du coup, je peux pas être aussi actif. Je me contente uniquement de faire des vidéos One Piece et Boruto Double Vortex lorsque les vidéos sortent. Les vidéos sur l'univers de Naruto, j'ai un peu ralenti le rythme étant donné que rien ne presse en vrai de vrai. Du coup, on peut patienter une semaine, 2 semaines ou même un mois avant de recommencer à faire des vidéos sur l'univers de Naruto parce que c'est une œuvre qui est déjà complètement finie. On peut recommencer à faire des analyses sur l'œuvre Naruto de façon beaucoup plus, on va dire, ralentie que sur One Piece et sur Boruto Double Vortex qui eux continuent de sortir des chapitres. Donc du coup vous allez devoir m'excuser, surtout pour ceux qui sont fans du tournoi que j'ai lancé pour l'examen de sélection des tunings pour les génies. Bref, c'était une parenthèse comme ça. Du coup on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Alors ce chapitre 24 de Boruto Double Vortex se nomme déjà Kawaki Uzumaki. Juste avec le titre vous comprendrez donc clairement que dans ce chapitre on va beaucoup s'axer sur le personnage de Kawaki et on va un peu voir l'imitateur levé, quel est réellement son niveau de puissance, étant donné que dans le chapitre précédent, on avait terminé sur un Kawaki qui avait débarqué sur le front où il y avait Boruto et Jura. Le mec avait débarqué en fanfare, il avait crevé un œil à Jura et puis il nous avait montré des feats vraiment très intéressants, ce qui laissait penser que Kawaki allait faire 2-3 dingueries en combat dans le chapitre suivant, donc dans ce chapitre-ci. Du coup, moi j'avais théorisé qu'il allait s'agir d'un combat Boruto Kawaki versus Jura, mais là, il n'en est absolument rien vu que Kawaki s'est chargé de Jura tout seul. C'est un Jura un peu amoindri, mais quand même, ça reste quand même impressionnant. Bref, avant d'entrer dans le vif du combat, on va déjà commencer par parler du pourquoi du comment Kawaki se retrouve sur ce champ de bataille. Du coup, pour commencer ce chapitre, on a un mini flashback qui nous explique pourquoi Kawaki se retrouve sur ce champ de bataille, étant donné que lors de sa rencontre avec Boruto, dans le chapitre, je ne sais plus exactement, peut-être 15, on avait un Boruto qui disait déjà à Kawaki que Jura va certainement se manifester quand je vais me manifester. Et du coup, vu la puissance du bouc, je ne pense pas être capable de le vaincre. Kawaki sera complètement d'accord avec cette déclaration de Boruto. Kawaki va même ajouter que même s'il venait à s'associer, il ne réussirait certainement pas à vaincre Jura au vu de sa puissance. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point Jura il est puissant, mais là, c'est juste pour poser les bases. Et vous allez me demander où est-ce que Kawaki a eu affaire à Jura. Eh bien, souvenez-vous, je ne sais plus à quel chapitre exactement, je pense que c'est le chapitre 8 ou 9. Les gars, je suis désolé, mais je n'ai plus les rêves de Boruto Double Vortex, vu que les chapitres sortent une fois par mois, c'est quand même difficile de se repérer. Kawaki avait déjà fait face à Jura et il avait été one shot. On avait bien incité Kawaki vu que le gars méritait. Du coup, ils ont donc fait un plan et selon Boruto, la meilleure alternative, ce serait de s'enfuir tous ensemble. Et pour ce faire, ils devront utiliser la technique Hirashin de Boruto. Et pour utiliser sa technique Hirashin, il y a une condition incontournable à respecter. Et la condition est la suivante. Il faudrait que Boruto puisse repérer le chakra qu'il aura placé dans l'objet métallique qu'il va donner à Kawaki. Et pour ce faire, il aura besoin que quelqu'un occupe Jura parce que selon Boruto, c'est complètement impossible qu'il réussisse à accomplir cette prouesse tout en combattant Jura. Du coup, là, vous comprenez que Boruto, il est encore très loin du niveau de Minato. Parce que lors de la troisième grande guerre Shinobi, on se souvient que Minato avait donné des kunai à Kakashi et son équipe pour que lorsque Kakashi se sente en danger, il n'a qu'à, comment dire, activer son chakra pour que Minato se téléporte.
ou encore pire, lorsque Obito a attaqué le village de Konoha avec Kyuubi, bah Minato se téléportait, se baladait dans le village de Konoha et même en dehors du village de Konoha comme il le voulait, notamment lorsqu'il s'était téléporté pour aller affronter Tobi sur un autre endroit. Ça prouve qu'en termes de technique Hiraishin, Minato est juste à des années-lumière de Boruto. Et ça peut s'expliquer par une seule chose. Boruto n'est pas un ninja sensoriel. C'est pour ça qu'il a autant de mal à percevoir son chakra sur de telles distances. Là où Minato, lui, est un ninja sensoriel. C'est pourquoi il a cette facilité avec le Hiraishin. Ce sont des détails, mais ce sont des détails qui font vraiment toute la différence. Parce qu'on ne voyait pas réellement la chose de cette façon-là. Mais tu peux maîtriser la technique Hiraishin. Mais si tu n'es pas un ninja sensoriel, si tu n'as pas des sens vraiment aiguisés, ça ne servira vraiment à rien. Et là, on le voit avec Boruto. Boruto, il a du mal parce que lorsque les distances sont un peu éloignées, il a du mal à percevoir le chakra. Déjà, il a du mal à percevoir le chakra sur de longues distances. Et même lorsqu'il réussit à percevoir le chakra sur de longues distances, si ce chakra est entouré d'un autre chakra différent, ça peut compliquer les choses. C'est pour vous montrer à quel point Minato et aussi Tobirama, parce qu'il ne faut pas l'oublier lui aussi, c'était juste des monstres de puissance avec la technique du Hiraishin. Et dites-vous que pour utiliser cette technique, ces mecs-là infiltraient leur chakra dans les objets qui leur servaient de balise. Peut-être que ça peut passer inaperçu, peut-être que c'est un détail qui selon vous ne vous semble pas super important, mais je vous dis déjà, c'est très très important. Pourquoi? Parce que ça prouve que ces personnages-là, en termes de chakra, ils en ont une quantité vraiment incroyable. Après, vous me direz que ils auraient potentiellement pu infiltrer leur chakra dans ces objets métalliques en amont, c'est-à-dire pendant qu'ils s'entraînaient ou en tout cas pendant qu'ils préparaient leur équipement avant d'aller en mission. C'est complètement vrai, mais ça reste quand même très impressionnant l'utilisation de la technique du Hiraishin de Minato et de Tobirama. Ça prouve que Boruto, franchement, il est encore très très loin de leur niveau. Du coup, retour au présent et place au combat. Comme convenu, Kawaki va occuper Jura pendant que Boruto va se concentrer sur la détection de cet objet métallique. Et là, tu as donc un Jura qui va foncer sur Kawaki et préparer un orbe du démon. Comme d'habitude, on va pas se mentir, c'est un peu la marque de fabrique de Jura. Du coup, Kawaki va activer son Kama et il va absorber ce top du démon. Dans le même temps, le Kama de Boruto va aussi s'activer. Et là, Boruto qui sera un peu en panique. Et là, pendant que Kawaki sera en train d'absorber l'orbe du démon de Jura, Jura va se déplacer et arriver dans le dos de Kawaki. Il va essayer d'attaquer Kawaki et le choper de son bras droit. Kawaki va utiliser sa technique qui consiste à se faire rétrécir et il va disparaître. Kawaki, en disparaissant, va lâcher des cubes façon Ishiki sur toute la zone de combat. Cube que va réussir à éviter Boruto. Jura, quant à lui, va lâcher un orbe du démon sur l'un de ses cubes pour qu'il ne s'écrase pas sur lui. À peine atterri, Jura va se faire acculer par Kawaki, car tu auras un Kawaki qui va apparaître dans le dos de Jura, utiliser son bras, vous savez, son bras bizarre là, choper Jura et le propulser dans le décor. Jura, à peine s'être fait écraser sur le décor, que Jura va directement revenir à la charge sur Kawaki. Il va attaquer Kawaki, Kawaki va contrer. Et là, Kawaki va utiliser son bâton pour essayer de frapper Jura sur la tête. Jura va esquiver et là Kawaki va directement réadapter son bâton et là Jura va encore une fois parer et là va se suivre une série de taijutsu entre les deux personnages où Kawaki aura plus ou moins l'avantage. De toutes les façons, ça va se voir directement car on aura un Kawaki qui va réussir à utiliser son bâton et à le poser sur le bide de Jura. Et là, explosion, paf, le corps de Jura va se désintégrer. Et là, tu auras un Kawaki qui va faire une série d'explosions sur le corps de Jura. Et Jura va complètement exploser. Et puis, tu auras un Kawaki qui va propulser Jura au loin. Et là, on a un Kawaki qui vraiment, dans une mise en scène assez exceptionnelle quand même, sera en train de marcher devant un Jura qui sera complètement écrasé dans le décor, cette fois-ci incapable de bouger, étant donné que tu as déjà un œil de Jura qui sera crevé et son corps s'est fait complètement exploser, c'est-à-dire il y avait des micro-explosions sur le corps de Jura avec une jambe en moins. Dans le même temps, tu auras un Boruto qui essaiera de se rassurer par rapport à son Kama qu'il va réussir tant bien que mal à maîtriser. Et là, Jura va se poser des questions. Il ne comprend pas comment Kawaki a-t-il fait pour devenir aussi puissant. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit en début de vidéo que préalablement, Jura avait affronté Kawaki et il avait littéralement one shot. Du coup, il ne comprend pas comment le Kawaki qu'il est en train d'affronter soit beaucoup plus puissant que le Kawaki qu'il avait affronté préalablement. Et il va faire le lien, il va se dire, c'était aussi pareil avec Imawari. Imawari, elle avait complètement évolué après avoir vu Inojin mourir. Et selon Jura, c'est aussi
pareil pour Sarada. Sarada a évolué et a réussi à vaincre l'un de ses frères. Et là, vous l'aurez compris, il s'agissait de Ryu. Du coup, Jura ne va pas trop comprendre ce qui se passe. Et là, il va se dire que il y a un fil conducteur à tout ça et que ce n'est pas anodin. Et que selon lui, le fil conducteur à tout ça, ce serait l'amour. L'amour peut être une faiblesse pour les êtres humains, mais dans certains cas, ça peut aussi s'avérer être une force qui permet l'évolution de l'être humain. Et là, les mecs, on remarque vraiment, les mecs, que Jura, c'est un être nouvellement né qui ne comprend encore vraiment rien. J'y reviendrai un peu plus tard, mais là, j'aimerais parler de Sumire et de Amado. Parce que déjà, première chose, c'est que tu as une Sumire qui, aux côtés de Amado, sont en train de regarder le combat via un écran du point de vue des visions de Kawaki. Déjà, moi, je me pose une question. Est-ce que Kawaki sait que Amado et Sumire sont en train de contrôler? Est-ce que Kawaki sait qu'il y a une caméra en lui qui permet à Amado de voir tout ce que Kawaki voit? Ça, je n'en sais absolument rien. Mais je suppose que non, parce qu'à mon avis, personne n'aime qu'on l'espionne 24 sur 24. Et c'est clairement ce que Amado fait avec Kawaki. Bon, je ne sais pas, la situation elle est assez bizarre et assez complexe, mais j'espère qu'on aura des réponses dans les chapitres à venir. Et là, on va un peu parler de Sumire qui est assez impressionné de la prestation de Sarada. C'est normal qu'elle soit aussi impressionnée parce que peut-être que ça peut paraître anodin, mais ne l'oubliez pas, Sumire considère Sarada comme étant l'une de ses rivales. Et je vous ai dit, il se passera peut-être un truc avec Sumire qui permettra aussi à Sumire d'upgrade en termes de puissance. Parce que Sumire, c'est un personnage qui a une certaine importance dans l'œuvre Boruto, mais qui en termes de puissance, ce n'est pas ça. Il faut donc que le personnage en soi évolue. Du coup, après tout ça, tu auras donc un Kawaki qui va avancer vers Jura, qui sera complètement vaincu. Et là, Kawaki, il va dire, franchement, j'aime les punchlines de Kawaki. C'est-à-dire, lorsqu'il est puissant, ses punchlines, ça marche. Mais lorsque, voilà, comme il se faisait marbrer en début d'œuvre là, c'était pas trop ça. Étant donné que, tu as un Kawaki qui va dire à Jura que, un monstre se permet des familiarités. Et puis, il va concentrer son gros rayon qu'il avait fait sur plein d'adversaires auparavant. Et puis, boum, il va souffler Jura. Et là, quand on pense que tout est fini, Kawaki a vaincu et tout, bon, quand je dis quand on pense, on se doute tous que franchement, Kawaki ne va pas vaincre aussi facilement Jura. Du coup, Jura, via le Mokuton, il va réussir à se reconstituer comme ça s'était passé avec Hidari, je pense, au chapitre 13. Mais là, pour Jura, il n'est pas obligé de rentrer dans le repère des Shinju humains. Mais pour lui, ça se passe là directement sur Suna. Ça, c'est déjà très impressionnant. Surtout que Boruto a dit en début de chapitre que ils ne pourront pas vaincre Jura actuellement, que c'est impossible de vaincre Jura actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là lorsqu'il dit qu'on ne peut pas le vaincre actuellement? Est-ce que plus tard, ils pourront le vaincre? Peut-être que c'est lié à cette dimension. Peut-être que c'est aussi lié à Code. Peut-être qu'il faut tuer Code pour vaincre Jura. Je ne sais absolument rien. Et là, tu auras donc un Jura qui dira à Kawaki, ne t'énerve pas comme ça. Moi, je vais juste un peu discuter. Et là, Jura va parler de Naruto et il va déduire que Naruto est encore vivant en posant des questions qui visent juste à Kawaki. Ce qui est intéressant actuellement à noter, c'est que Amado a la confirmation que Naruto est en vie. Parce que ne l'oubliez pas, pour les ninjas du village de Konoha, Naruto, il est mort. Et là, Amado a la confirmation que non, Naruto est bel et bien en vie. Parce que, souvenez-vous, Amado avait déjà des doutes quant aux identités de Boruto et Kawaki à cause du Kama qu'il avait placé en Kawaki. Maintenant, avec cette confirmation que Naruto est en vie, je pense que ça va dissiper les doutes de Amado. Peut-être que non finalement, parce qu'on sait que le Shinjutsu, lorsqu'il est appliqué, ça fait en sorte que tu n'es même pas au courant que le Shinjutsu s'est appliqué à toi. Et même si on te le dit, tu vas finir par l'oublier au fur et à mesure que le temps va passer. C'est ce que Boruto disait autrefois à Shikamaru. Mais on se doute quand même que Amado, au vu de son intelligence et des coups d'avance qu'il a, certainement il a dû trouver un moyen de se rappeler à chaque fois que la situation est comme ci, comme ça. Bon, on se doute bien vu que c'est Amado. Et là, Boruto va apparaître aux côtés de Kawaki en lui disant qu'il a finalement repéré l'objet métallique et qu'il devrait y aller. Et là, tu auras un Boruto qui va donc poser son main sur l'épaule de Kawaki, prêt à le téléporter. Et Kawaki va gifler cette main en disant attends, parce qu'il avait encore 2-3 trucs à dire à Jura. Il va dire clairement à Jura que tôt ou tard, c'est lui qui va finir par le tuer parce que Jura a pris pour cible le 7e du nom. Et pour Kawaki, les choses comme l'amour et tout, lui, il n'en a absolument rien à foutre. Mais par contre, si Jura ose s'attaquer au 7e du nom, il va finir par le tuer. Et là même, il ne veut même plus, c'est-à-dire pour Kawaki, il n'est même plus question que si. Il n'y a plus de conditions du genre, si tu t'attaques au 7e du nom, non. Pour Kawaki, c'est évident, il va tuer Jura tôt ou tard. Et là, ça devient très intéressant. Et vous remarquerez que dans le combat, Kawaki n'a pas utilisé
son œil là, son œil spécial qu'il a l'habitude d'utiliser. C'est très très intéressant. Du coup, avant de terminer le combat, on va basculer sur le front qui concerne Ada et Kashin Koji, étant donné que Ada et Kashin Koji sont en train de discuter via Philibert. Bon, peut-être Philibert 2. Et là, bon, tu auras donc une Ada qui sera assez satisfaite de la façon dont les choses se sont déroulées, étant donné que Boruto n'est pas mort. Et elle pensera aussi que, bah, pour Kashin Koji, le fait que Boruto ne soit pas mort et que la situation s'est terminée ainsi, bah, Kashin Koji sera content. Bah, Kashin Koji ne sera pas content parce que selon Kashin Koji, bah, cette situation peut avoir annihilé le meilleur futur possible selon lui. Et du coup, bah, il n'est pas trop content et il va rappeler à Ada que, bah, elle aussi, elle est concernée étant donné que selon Kashin Koji, Mamouchi se prépare à passer à l'action. Et ne l'oubliez pas, bah, la cible de Mamouchi, c'est Ada. Pourquoi je dis selon Kashin Koji? Bah, c'est vrai que via son Jippo, on peut lui faire confiance lorsqu'il prévoit ses futurs faits. On peut lui faire confiance. C'est vrai que tout ce qu'il prévoit ne se réalise pas forcément. Mais lorsqu'il dit que Mamouchi se prépare à passer à l'action, bah, on peut lui faire confiance étant donné qu'il a eu des visions très récentes. Maintenant, pour clôturer le chapitre et la vidéo, on va se tourner vers le groupe de Konohamaru, Delta, Sarada et Mitsuki. Delta va dire à ce groupe que pour utiliser l'objet métallique qu'on lui a confié de façon optimale, il faudrait que tout le monde se pousse. Il ne faudrait pas qu'elle garde cet objet sur elle de peur qu'il y ait confusion de chakra. Du coup, elle va donc poser cet objet métallique et demander à tout le monde d'arrêter. Bah, trop tard, étant donné qu'avant que Konohamaru n'ait eu le temps de s'écarter, qu'il va se manger la semelle de Kawaki en plein visage. Et là, tu auras un Konohamaru qui va donc un peu crier sur Kawaki en disant « Ouais, mais t'es malade et tout, qu'est-ce que tu fais là et tout ?» Bref, une scène assez comique quand même. On va ajouter une touche de légèreté dans toute cette tension accumulée lors de cet arc. Du coup, donc, tu auras Boruto et Konohamaru, pardon, Boruto et Kawaki qui vont apparaître sur ce front-là. Et là, c'est assez intéressant de voir la réaction de Konohamaru, étant donné qu'on a l'impression qu'il fait déjà complètement confiance en Boruto. Il semble avoir complètement adopter Boruto et semble, on va dire, excuser les actions de Boruto. C'est assez intéressant quand même parce qu'il ne faut pas l'oublier, il est toujours sous l'emprise de l'omnipotence de Ada et sa réaction, franchement, elle est assez intéressante quand même à noter. Du coup, Boruto va suggérer qu'ils doivent tous se diriger vers Konoha, étant donné que Konohamaru détient toujours le Togedama de Matsuri. Bon, là, je pense que c'est vraiment la fin d'arc. Et puis, on va finir le chapitre avec Jura et Hidari. Jura revient donc au repère tout content de s'être fait complimenter par Kawaki. Bon, je pense que tout le monde n'a pas forcément compris quel était ce compliment. Eh bien, c'est lorsque Kawaki a félicité Jura d'avoir compris que Naruto n'était pas mort. C'est donc pourquoi Kawaki a félicité Jura et Jura, il est tout content. Et là, donc, tu auras Hidari qui va demander à Jura, pourquoi tu tires cette tête? Jura va lui répondre, je suis content parce que Kawaki m'a félicité. Hidari dira ainsi à Jura, ta réaction me pousse à te dire un mot que je viens d'apprendre. Et Jura va lui demander quel est le mot en question. Hidari répondra, c'est méga gerbant. Alors après, en tant qu'antagoniste, on peut comprendre la réaction de Hidari, vu que selon Hidari, c'est assez suspect que Jura se sente complimenté par un adversaire parce qu'il a compris que quelqu'un n'était pas mort. Normalement, ça doit être assez suspect. Jura ne doit pas être content d'avoir échoué sur toute la ligne parce que faut quand même le rappeler, Jura a échoué sur toute la ligne et on voit très bien, je vous ai dit qu'on allait y revenir un peu plus tard, on voit très bien que Jura, c'est encore un enfant en fait, un enfant parce qu'il est content que son adversaire le complimente en ignorant complètement qu'il a littéralement flop sur toute la ligne parce que ne l'oubliez pas, Ryu est mort et Matsuri est morte. Bref les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, il ne faut pas que la vidéo soit super longue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si c'est ta plus, partage et puis nous on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. After.